Donc Patrick Kessel, par 2 fois président du CLR, président d'honneur et cheville ouvrière de cette maison. Bon, mes chers amis, vous m'entendez? Ça marche, voilà. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être aux intervenants qui, je crois, vous ont, comme à moi-même, donné beaucoup de clés de réflexion. Ce fut un colloque intéressant, pertinent, impertinent, et qui est particulièrement intéressant parce qu'il se situe, et c'est comme ça que nous l'avons souhaité l'organiser, il se situe en amont d'un débat qui s'ouvre dans le pays, puisque c'est un des grands sujets à l'ordre du jour des prochaines semaines. Donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons organisé, et c'est aussi, et je réponds là à quelques critiques, notamment d'Henri Pénaruiz, qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir, mais qui trouvait que l'intitulé, et plusieurs l'ont dit aussi, n'était peut-être pas le meilleur. L'enseignement laïque du fait religieux, d'aucuns nous ont dit, mais pourquoi ne pas parler de l'enseignement laïque des spiritualités, qui ne sont pas toutes religieuses? Pourquoi ne pas parler de l'enseignement de la liberté de conscience à l'école? Il y avait différentes grilles d'entrée, bien sûr, mais notre souci n'était pas de faire simplement un colloque interne au monde de l'enseignement. On n'allait pas aller voir les viscères du mammouth. Il s'agissait aussi d'avoir sa dimension politique, et si nous posons le problème, c'est parce qu'il a été formellement posé par M. le Président de la République. C'est le Président qui, dans son discours des vœux aux autorités religieuses le 4 janvier 2018, a annoncé clairement son intention d'avancer sur ce sujet, propos qui a été repris à son tour par le ministre Jean-Michel Blanquer lorsqu'il a installé le Conseil des sages, dont j'ai l'honneur de faire partie. Je salue ici notamment son secrétaire général qui est ici présent. C'est un sujet que nous aurons donc à étudier. Et le ministre, dont je veux dire d'ailleurs ici qu'il a, de mon point de vue, je le dis très librement, qu'il a pris un certain nombre d'initiatives qui semblent aller plutôt dans le bon sens par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé. En tout cas, au moins au niveau du verbe, nous verrons ensuite ce qui suivra des faits. Mais dans l'intention de ne plus mettre la poussière sur le tapis, dans l'intention de soutenir les enseignants, de soutenir la laïcité, de les former, j'ai entendu des propos qui me sont allés droit au cœur. Je ne suis pas tout à fait un perdreau de l'année, et donc il nous faudra bien sûr s'assurer que de la coupe aux lèvres, il n'y a pas une trop grande distance. En attendant, le ministre a décidé que ce thème de l'enseignement laïque du fait religieux serait un des premiers sujets qu'aura traité le Conseil des sages. Nous avons eu déjà à travailler sur un vade-mecum. Nous avons décidé de garder la discrétion qui sied au débat d'une telle enceinte, même s'il est arrivé, je crois, à l'un d'entre nous de lâcher un petit peu l'information et parfois déformée, mais Mediapart en a fait une relation qui n'était pas franchement objective et pas vraiment sympathique. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, l'Observatoire a traité de ces sujets, comme il a traité d'un sujet qui a été aussi au cœur du débat, de la formation, et de la formation des maîtres. Et Jean-Louis Auduc, notamment, je ne révèle rien, s'est fait le porte-parole d'un de ces sujets, en alertant le ministre sur la priorité des priorités, c'est bien sûr la formation des formateurs et la formation des maîtres. Je ne développe pas là, d'abord parce que il y a parmi vous des gens bien plus compétents que je ne le suis, mais sachez en tout cas que je dirais cette préoccupation politique est soutenue de l'intérieur de ce Conseil des sages et que nous essaierons de faire avancer. Et si nous n'obtenions que cela, je pense que nous n'aurions pas perdu notre temps. Et l'autre sujet donc, qui va arriver prochainement, c'est bien évidemment l'enseignement laïque du fait religieux. Pourquoi nous avons aussi retenu ce titre? Cela a été rappelé par Isabelle il y a quelques instants. C'est bien sûr parce qu'il y a eu en 2002 le rapport de Régis Debray. Je rappellerai quand même à l'époque, quelle que soit personnellement ma grande sympathie et amitié pour Régis Debray, qui est un des fondateurs du comité Laïcité République, qu'à l'époque, lors de la sortie du rapport, nous avions eu quelques débats. Parce que, tout à l'heure, ont été lus quelques passages. Ils sont subtilement écrits, c'est presque de la plume de jésuite, mais ils sont assez subtilement écrits pour ne pas trancher les questions que d'autres avaient préalablement posées à cette tribune même. Je ne développe pas, je ne suis pas là pour polémiquer à distance avec Régis, mais ce texte avait quand même conservé un certain nombre d'ambiguïtés. Ce qui est quand même intéressant, c'est que, et cela a été cité aussi, Jack Lang
dont je me souviens qu'il n'a pas toujours été le ministre le plus laïque que nous aurions souhaité d'éducation nationale. Je me souviens notamment des accords Lancloupet qui ont été évoqués, et je ne parle que de cela. Mais Jean-Pierre a rappelé tout à l'heure que nous l'avions néanmoins invité, car il était intéressant qu'il puisse venir expliquer cela avec le recul. Malheureusement, il ne pouvait pas, mais Jacques Lang, donc, dans la préface, dit clairement, ce avec quoi nous sommes d'accord, une école authentiquement et sereinement, le mot sereinement revient à plusieurs reprises, laïque, doit donner à chaque élève accès à la compréhension du monde. Qui pourrait dire le contraire? Peut-être des sectaires religieux auraient peut-être du mal, mais en tout cas, ou pas seulement religieux d'ailleurs, toute forme de cléricalisme, et tous ne sont pas religieux. Il disait clairement que dans le respect de la laïcité, les professeurs donnent à la connaissance des religions sa juste place dans l'enseignement de leur discipline. La préface du rapport répond déjà à un certain nombre d'interpellations qui ont été faites il y a quelques instants. Il cite histoire, philosophie, art plastique, musique, et il dit « sans privilégier, s'entend telle ou telle opinion spirituelle, en s'écartant délibérément de tout enseignement religieux ». Les choses sont précisément cadrées. Je ne doute pas qu'elles le seront de la même façon quand on va introduire le débat au sein du Conseil. Et Jacques Lang précise encore, c'est donc bien dans le cas des disciplines existantes, non dans celui d'une hypothétique nouvelle matière scolaire, que la question du fait religieux doit être présentée. Donc c'est après avoir relu ces textes qu'avec Jean-Pierre et puis le bureau du CLR, nous avons pensé qu'il était bon de poser le débat en amont, dès lors que le cadre en était défini dans des termes qui nous semblent acceptables pour ouvrir le débat. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord, mais c'est un débat qui mérite d'être posé. Il faut quand même dire que si nous avons repris ce débat, et là je ne développerai pas trop longtemps, mais je rappellerai que l'offensive sur l'enseignement laïque du fait religieux est concomitante de l'offensive de la laïcité nouvelle. C'est-à-dire que l'offensive sur l'enseignement du fait religieux correspond, on a cité ce grand défenseur de la laïcité qui est Jean Bobéro, je rappellerai qu'en décembre, enfin, mais d'une laïcité avec qualificatif, qui change d'ailleurs, hein, moderne, nouvelle, enfin, Jean a beaucoup d'imagination et il trouve chaque année, comme pour la mode, un mot nouveau pour définir une laïcité de son temps. Mais à l'époque, en décembre 88, déjà, dans un rapport qui était commandé par une grande association laïque que je ne veux pas citer parce que je ne veux pas polémiquer, mais il entrait et il lançait le fameux mouvement de la nouvelle laïcité ou de laïcité nouvelle. Je ne développe pas plus, on aurait eu le temps, on en aurait débattu, mais on voit bien qu'on ouvrirait des sentiers et ce ne serait pas élégant d'ailleurs de polémiquer à distance si personne n'est là éventuellement pour y répondre, mais sachant qu'il y a parmi nous une ancienne éminente présidente de la Ligue de l'enseignement, elle pourrait aussi, et qui en est partie, peut-être parce qu'elle avait quelques désaccords avec ce que j'évoque justement. Question qu'on se posera sans aucun doute, c'est bon, ce débat philosophique est intéressant, mais quelle est la situation actuelle? Pourquoi pose-t-on le débat? Guy Georges, ancien syndicaliste avec qui nous n'avons pas toujours été d'accord, mais grand syndicaliste qui nous a quittés il y a quelques semaines, disait « L'école enseigne les faits religieux et les autres comme M. Jourdain faisait de la prose ». Cela a été développé par Barbara, par d'autres, c'était dans les programmes scolaires. Alors, il faut poser la question. Ceux qui veulent qu'on développe aujourd'hui l'enseignement laïque du fait religieux, ils doivent d'abord nous dire « Est-ce que ce qui se fait aujourd'hui n'est pas bien? Est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas suffisant ?» Parce qu'on pourrait le dire aussi des cours d'histoire. La culture générale en matière historique chez les élèves, que ce soit une culture religieuse ou une culture non religieuse, est à peu près égale à pas... Voilà, je n'allais pas dire zéro, mais jamais zéro un élève. Mais, j'ai été aussi un petit moment dans l'enseignement, mais on sent bien que voilà, c'est une question de culture, c'est une question de culture générale. Et donc, Guy Georges posait la question, est-ce que les profs ne sont pas bien formés? La question a été posée, bien sûr, également. Mais alors, s'il ne s'agit pas seulement d'augmenter la quantité ou d'adapter les programmes, de développer les cours d'histoire, mais je ne suis pas un spécialiste des programmes, mais je vois que ces dernières années, on a sacrément diminué le nombre d'heures d'enseignement de philo, d'histoire, donc d'un côté on les diminue, et de l'autre il faudrait les rajouter lorsqu'il s'agit de religion.
je m'interroge. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ces gens ne savent pas ce qu'ils font? Ou au contraire, est-ce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, comme Barbara l'a développé dans ses conclusions, en expliquant, je ne reprends pas à mon compte longuement, mais en quoi ça correspond à une logique économique de l'époque et l'effacement d'un certain nombre de savoirs. Y a-t-il un débat dans le débat? Pourquoi d'ailleurs nous parle-t-on de développer l'enseignement laïque du fait religieux et ne parle-t-on pas de développer l'enseignement de l'histoire des religions ou l'enseignement de l'histoire des philosophies et des spiritualités? Et le choix des mots n'est jamais le fruit du hasard. Il y a donc là une intention. Vous avez posé la question, qu'est-ce qu'un fait religieux? Un fait social, un fait historique, je reprends un acte de foi. S'agit-il d'enseigner des faits ou des mythes, des vérités historiques ou des légendes? Voilà. Si l'objectif général est d'augmenter la culture générale des enfants pour mieux comprendre la marche de l'humanité, qui s'en plaindrait? Il n'y a a priori chez les laïcs aucune volonté d'interdire quelque enseignement que ce soit, mais faut-il encore savoir comment il s'inscrit? La fonction de l'école, c'est d'enseigner. On n'a pas développé, mais l'histoire de l'Égypte antique, oui, bien sûr, de Babylone. On nous parle de Babylone, on nous parle sans arrêt d'enseigner les mythes de la Bible, et combien savent que les grands mythes de la Genèse sont issus de Babylone et des textes de Gilgamesh et de nombreux autres. Donc, et diffuser ces savoirs me semble être particulièrement intéressant. Faire le lien entre les religions de l'Antiquité grecque et la naissance de la citoyenneté au 4e, 5e siècle avant notre ère en Grèce me semble une approche qui est tout à fait importante à la culture générale, à condition bien sûr que dans cet enseignement, sans la culpabilité qui a été évoquée tout à l'heure, on enseigne aussi l'Inquisition, les bûchers, l'index, la Saint-Barthélemy, la croisade des Albigeois, l'éradication des Cathares, le massacre de Constantinople par les croisés. J'arrête parce que vous les avez tous en tête, on pourrait presque faire un jeu concours jusqu'aux complicités de l'Église avec le régime de Pétain. On pourrait rappeler aussi, voilà, que... Mais ce n'est pas le propre de l'Église. On pourrait le faire du Parti communiste, on pourrait le faire de toute institution. Sauf que quand il s'agit d'évoquer le rôle des institutions religieuses, il y a comme une culpabilité qui fait que si on ose rappeler des faits historiques de ce type, on passe pour quelqu'un d'intolérant, d'incompétent, de bouffeur de curé, voire, je vais venir sur un autre registre qui a aussi été évoqué, voire d'islamophobe. On ne peut plus dire, nous sommes dans une période où on ne peut plus dire, excusez-moi, je vais être trivial, à un rouge, à un vert, à un noir, à un juif, mais plus encore à un musulman qu'il est con quand il est con. On est dans un monde où il n'y a plus de lien objectif et raisonné et fraternel avec l'autre qui ne soit médiatisé par l'idée qu'on s'en fait a priori. Il faut nous disculper a priori de toute critique qui sera faite de son propos. Et on a beaucoup parlé tout à l'heure des sociologisants et des sociologues. Il y aurait beaucoup à reprendre sur ces sujets. Il y a donc des questions fondamentales sur qu'est-ce que c'est que le fait religieux, qu'est-ce que c'est que l'histoire religieuse, qu'est-ce qui devrait être enseigné plus, mieux, autrement, si cela participe de la conscience du citoyen, comme l'a dit Charles, c'est une bonne chose. Mais comment cela va se faire? Comment cela pourrait se faire? Nous savons bien que la manière d'exprimer les faits religieux sous-tend toujours un choix idéologique. Et que c'est bien la question fondamentale du choix idéologique sous-jacent qui anime cette réflexion. Marcel Pagnol avait aimablement relevé cette interrogation à propos de Jeanne d'Arc. Marcel Pagnol écrit « Avait-elle entendu des voix ou cru entendre des voix ?» Elle a dit qu'elle avait entendu des voix. C'est toute la question qui se pose aujourd'hui sur la question du fait religieux. Quelles sont les motivations que l'on peut, de façon peut-être plus politique, essayer d'entrevoir derrière ce projet? Il faut appeler les choses par leur nom. Je pense, même si ce n'est peut-être plus aux yeux de tous la priorité, que l'Église n'a jamais accepté la loi de séparation des Églises et de l'État. Et ça ne veut pas dire que tous les membres de l'Église sont d'affreux réactionnaires, cléricaux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Et je le dis souvent, j'ai eu dans ma vie de journaliste, dans des pays de dictature, à travailler avec des femmes et des hommes d'Église qui faisaient un boulot remarquable que des laïcs ne faisaient pas.
Mais dans la réalité, dans la gestion aujourd'hui politique de la religion, c'est-à-dire de ce que font les clergés, l'Église n'a jamais accepté la loi de séparation, et Michel Selig nous a donné une parfaite démonstration de ce qui est en train de se passer en terre concordataire et qui pourrait servir de modèle pour nous-mêmes si nous ne réagissons pas. Ils ne sont pas là à attendre que ça passe, ils sont là toujours dans une stratégie de reconquête en sachant que l'Église a l'éternité pour elle. Ils ont obtenu sur les lois de financement, on ne peut pas ne pas en dire un mot, ils ont obtenu sur les lois de financement, de loi Debré jusqu'aux lois Carle, ils sont arrivés à un contournement total de l'article 2 de la loi de 1905 et ils ont obtenu aujourd'hui la parité dans les financements publics de l'État pour l'enseignement privé qui est en grande majorité confessionnel. Et cela a été dit tout à l'heure, je me félicite qu'on socialise des enfants à partir de 3 ans dans les maternelles, mais je fais le constat que c'est une façon aussi d'accroître encore les financements aux écoles privées. Donc, puisque la majorité des écoles maternelles sont des écoles privées. Voilà. Mais sur le fond, on le voit, si la loi Debré fait obligation à l'enseignement public, à l'enseignement privé reconnu de suivre les programmes scolaires, outre qu'on sait que ce n'est pas toujours bien encadré, on sait qu'une partie de l'Église revendique toujours, et c'est l'exemple de ces lignes, revendique toujours d'intervenir sur les programmes au sein de l'école publique, et on ne peut pas ne pas s'interroger sur le fait que derrière le débat qui se pose, il y a des volontés, là encore, de l'Église de reconquérir un certain territoire perdu. Je ne développerai pas les autres religions, ce serait trop long, mais dans l'ensemble, elles ne bougent pas trop et se contentent, on ne trouve pas trop, chez certains évangélistes la question se pose, mais elle ne se pose pas trop aujourd'hui par rapport aux autres religions, on pourrait le développer, mais je n'en ai pas le temps. Bien sûr, et ça a été abordé très clairement, ce qu'on nous dit souvent, on nous dit en aparté, c'est que développer l'enseignement du fait religieux en France, ça permettrait quand même de modifier l'image que la majorité des Français se font des musulmans et d'intégrer le culte musulman dans le cadre républicain. Je cite ces mots parce qu'ils sont trop beaux. D'intégrer le culte musulman dans le cadre républicain. Bon, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le lieu de développer le sujet de l'islam de France, des tentatives plus ou moins heureuses menées ces dernières années, dont l'une est paraît-il, encore en cours. Je constate que très souvent, il ne sert que de prétexte pour contourner la loi de 1905 et en l'occurrence pour la remettre en question. Dire qu'aujourd'hui, il faut modifier la loi de 1905 pour faire une place aux musulmans, c'est un prétexte pour remettre en cause, pour renégocier, disent certains, et certains qui ne viennent pas des milieux réactionnaires de la droite, pour renégocier la loi de séparation qui ne serait plus adaptée, qui serait raciste, qui serait xénophobe, qui serait islamophobe, etc. etc. À cela, il faut quand même oublier que l'islam n'a jamais été exclu des négociations de 1905 pour la seule et bonne raison, c'est qu'il n'y a eu aucune négociation avec aucune église. La loi de 1905, ce n'est pas un débat entre l'État et l'Église comme certains voudraient les rouvrir actuellement. La loi de 1905, c'est 1 an de débat à l'Assemblée nationale entre républicains. Et des débats très durs, très vifs, et qui aboutissent à une synthèse qui ne satisfait pratiquement pas tout le monde, mais il faut raison garder. Et ce n'est donc en aucun cas un débat avec les églises. On ne voit pas pourquoi il faudrait aujourd'hui, avec les musulmans, avec des évangélistes, renégocier une loi qui est un des fondements de la République, décidée par les seuls représentants du peuple, c'est-à-dire leurs élus. Donc je développe ça parce que on est dans une phase où dans de nombreux milieux on nous dit oui mais tu comprends, il faut modifier, il faut voir que c'est mal perçu. Enfin, on parle de ces gens comme des petits pauvres, comme des petits demeurés. C'est une vision racialiste du monde musulman qui vise exactement à l'inverse de ce qu'ils font, c'est-à-dire qui arrive à entretenir une image de l'islam comme une partie de la population qui ressemblerait un petit peu à l'image qu'on avait autrefois des peuples colonisés, quand Bartholome de Las Casas était le seul à dire que les Indiens d'Amérique avaient peut-être une âme et étaient peut-être des êtres humains comme les autres. Au-delà des intentions, je m'interroge sur ce qui se passerait si une telle réforme était adoptée. Je me demande comment, dans un contexte marqué par la montée des identitarismes en milieu scolaire, comment
elle pourrait fonctionner. Je crains même qu'elle n'avive les situations tendues. Vous avez peut-être vu ou lu en octobre un rapport, une enquête Ipsos, réalisée par Ipsos, auprès des enseignants. Et il est assez intéressant. Nous avons auditionné Brice Teinturier récemment au Conseil des sages, et sans vous faire état de nos réactions, j'avoue que je suis tombé du cocotier. Il y a longtemps que nous dénonçons l'emprise du communautarisme islamiste et l'islamisme politique dans les cités. Nous avions soutenu avec Alain Sexig Aubin son rapport et fait publier son rapport à l'époque où il était quasiment censuré. Mais je vous donne juste quelques chiffres. Allez voir le détail. Rapport de Ipsos, octobre de l'année dernière, que Le Point avait publié. Les enseignants parlent. 40% des enseignants constatent une radicalisation religieuse dans les écoles. Une moyenne nationale. 40% des enseignants. 26% constatent des atteintes au principe de laïcité. Un tiers des enseignants estiment être personnellement confrontés. 1 sur 2 en zone sensible. 30% disent que pour avoir la paix, ne pas prendre de risques, ils pratiquent une certaine autocensure. 30%. Et 40% des restants adoptent une attitude modérée sur certains sujets. Enfin, tous les enseignants constatent, enfin pas tous, mais 26% constatent que les préjugés antisémites sont très répandus. 63% des enseignants en zone sensible disent que l'antisémitisme est un fait quotidien dans leur classe. C'est cela la réalité. Et est-ce que pour résoudre la question de cette déchirure sociale qui pèse sur l'ensemble de la paix sociale dans le pays, est-ce qu'il faut y développer l'enseignement du fait religieux, quand on sait qu'en plus une partie des gamins n'acceptent même pas qu'un instituteur prenne un Coran dans la main sous prétexte qu'il est impur, ce qui est arrivé à des amis enseignants qui ont voulu essayer de contribuer à donner une autre image et qui bien sûr se sont fait injurier quand ils ne sont pas fait taper à la sortie avec une hiérarchie qui leur a dit « bon, c'est pas bien, mais surtout, pas de vagues ». Et c'est vrai que les vagues sont menaçantes, car c'est l'équilibre du quartier qui peut basculer de ce côté-là. Nous étudions ces questions et je fais personnellement confiance à Dominique Schnapper qui préside ce Conseil des sages pour que nous puissions prendre en considération tous ces éléments et nous verrons ce que nous pourrons en faire ou pas. Et il y a un autre élément que je veux aborder, je ne veux pas être trop long, mais je crois qu'on ne peut pas ne pas l'aborder, c'est bien sûr le contexte politique. Nous ne sommes pas ici des perdreaux de l'année, et nous nous doutons bien que si ce problème arrive maintenant, ce n'est pas la succession des saisons ou les changements de vent qui le mettent à l'ordre du jour. Je crois que certains propos du président de la République devant les responsables des cultes jettent une lumière particulière sur ces textes et sur ses intentions. Je ne juge pas a priori tel ou tel propos ou tel homme, et le président de la République, comme n'importe quel autre, a le droit à la présomption d'innocence. Mais nous devons quand même nous interroger aujourd'hui sur ce que signifie chez lui la spiritualité quand il n'évoque pas les spiritualités laïques ou les humanités. Et nous devons nous interroger pour savoir si ce projet a une visée de contribution à ce projet ou cette ambition, comme il l'a dit, je cite ces mots, de réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Si tel était le cas, indéniablement, l'inquiétude serait de mise. Et nous devons rappeler que les laïcs, et je crois pouvoir dire pour la première fois depuis très longtemps, tous les laïcs, de toutes les associations qui se sont divisées sur la question de l'islamisme, mais je crois que là, toutes les associations laïques se retrouveraient, et il faut que ce discours soit entendu, pour dire qu'on ne peut pas toucher à la loi de 1905, et surtout pas à son article 2, qui dit que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Ne reconnaît, ça ne veut pas dire ne discute pas, ça ne veut pas dire ne connaît pas. Bien sûr que tout courant d'idées a le droit de s'exprimer dans le pays. Mais nous sommes bien aujourd'hui sur cette clé et nous voyons, et nous lisons, il y a 3 jours dans le Figaro, nous entendons à la télé, nous voyons bien quelques intellectuels, quelques élus, petit à petit dire qu'il faut en effet réviser la loi de 1905 pour se conformer à la modernité. Je crois que, pour terminer, que ce projet n'a de sens que s'il est au service de l'école. L'école, dont je rappellerai devant un des auteurs les plus prolixes et les plus pertinents sur lui, l'école, c'est celle de Condorcet.
Et Charles a écrit des pages importantes. Il faut rappeler, et je crois qu'il faut le rappeler aujourd'hui plus que jamais, c'est évident à ceux qui sont intervenus, mais que l'école, c'est le cœur de la République. Condorcet disait, la Révolution, elle a substitué une société où il y avait des sujets de Sa Majesté, dont toute la vie était déterminée par la naissance, rivés aux fonctions de leurs parents. Elle a substitué une société faite de citoyens, c'est-à-dire de femmes et d'hommes qui, quelle que soit leur naissance, leur couleur, leurs origines, les appartenances des parents, sont libres et égaux en droit. Bien sûr que la République a mis longtemps à le concrétiser, et nous sommes loin d'avoir abouti, notamment en matière d'égalité homme-femme. Mais c'est quand même un vecteur, c'est une philosophie, c'est une trajectoire qui dépasse la succession de majorités et de minorités à l'Assemblée nationale. C'est le socle de notre société. Et Condorcet disait, oui, mais voilà, on est chrétien, musulman, juif, mais on ne naît pas citoyen. Et où devient-on citoyen? Eh bien, à l'école. C'est la fonction de l'école, non pas de faire des petits noirs, des petits rouges, des petits verts, des petits juifs, des capitalistes, des salariés, des... Non, l'école, elle est là pour faire en sorte que des femmes et des hommes apprennent à penser par eux-mêmes, apprennent à être responsables et à choisir de croire au ciel ou de n'y pas croire, une philosophie ou une autre, une vie sexuelle ou une autre, mais de s'assumer dans la maîtrise de soi-même. C'est ça le sens de la transcendance républicaine, et je crois que enseignement religieux ou pas, du fait religieux ou pas, enseignement du fait philosophique, s'il y en avait un, l'enseignement doit contribuer exclusivement à l'instruction des enfants pour en faire des citoyens. C'est le rendez-vous qui est devant nous. Charles Coutel avait ce mot que je reprends en conclusion et qui est le point 1 de l'urgence du programme du Comité Laïcité République. Nous disons aujourd'hui que l'urgence des urgences, c'est de réinstituer l'école de la République. Refaire en sorte que cette école fabrique des citoyens, elle fabriquera de la fraternité, elle contribuera de ce fait à résoudre non pas tous les problèmes, car la laïcité ne résout pas tous les problèmes. J'ai bien retenu, laïcité, 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 ce n'est pas le slogan qu'il faut retenir, mais la défendre, la promouvoir et aujourd'hui faire front, c'est sans aucun doute l'urgence, en tout cas notre priorité. Merci. Merci Patrick, merci vous tous.